L'épisode que vous écouterez aujourd'hui est l'enregistrement d'une conférence qui a eu lieu le 4 février 2021, présentée par notre association étudiante, soit l'Association végane de l'Université Laval. Nous y avons reçu Martin Gibert qui est venu nous parler d'éthique animale. Martin Gibert est un docteur en philosophie et il est présentement un agent de recherche en éthique au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Il est l'auteur du livre incontournable en éthique animale, Voir son steak comme un animal mort. Si vous avez apprécié la conférence d'aujourd'hui, je vous informe que Martin a également tout récemment sorti un nouveau livre qui s'intitule Faire la morale aux robots, une introduction à l'éthique des algorithmes. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous ceux qui sont là. Merci d'être présents à cette conférence. Je me présente, Anne-Marie Gagné. Je suis l'organisatrice de la conférence. Je vous présente également mon collègue Pierre. Et maintenant, le plus important, notre invité, Monsieur Martin Gibert. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. C'est vraiment un honneur de recevoir une personne de votre envergure à notre conférence. On est vraiment là, super choyés que vous ayez accepté. Pour débuter, pour ceux qui ne vous connaissent pas, aimeriez-vous faire une petite présentation, parler de votre parcours académique, puis votre parcours aussi là, à travers le véganisme? Oui, donc ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de conférences sur le sujet de l'éthique animale, du véganisme, de l'antispécisme, parce que depuis quelque temps maintenant, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, donc je fais plutôt des présentations sur ce thème-là, qui n'est pas complètement sans rapport avec les enjeux d'éthique animale. Mais ceci étant dit, je continue d'avoir un intérêt pour le sujet. Je continue d'être végane moi-même et puis d'être militant antispéciste. En particulier, je m'occupe d'une revue. Je suis co-rédactrice en chef, parce qu'on est féminin par défaut. Je suis co-rédactrice en chef avec Axel Playhouse de la revue en ligne qui s'appelle L'Amorce, revue contre le spécisme. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Pas grand-chose me prédestinait à ça, comme je l'explique dans mon livre Voir son steak comme un animal mort, qui est sorti en 2015. J'étais pas quelqu'un de particulièrement sensible aux animaux, de particulièrement intéressé par ces enjeux-là. Le déclic, si on peut dire, s'est fait pendant que je faisais mon doctorat à l'Université de Montréal. Donc, j'étais en philosophie, j'ai une formation en philosophie, et mon sujet de doctorat, c'était sur le rôle de l'imagination dans la perception morale. Donc, vous voyez, ça, c'est pas directement lié aux enjeux d'éthique animale, même si le titre du livre « Voir son steak comme un animal mort », il y a une petite idée ça fait appel à l'imagination. Mais toujours est-il que durant ce doctorat en psychologie morale, j'ai rencontré une autre doctorante qui s'appelle toujours Valérie Giroux, qui a fini son doctorat et qui, elle, faisait son doctorat sur les droits des animaux. Et quand deux étudiants en philo, deux doctorants en philo se rencontrent, ils discutent, ils argumentent, et assez vite, il m'est apparu que les arguments de Valérie étaient vraiment solides, et que mes raisons de pas être végane étaient assez faibles. Si bien que je suis devenu végane, et là j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux philosophiques et en psychologie morale qui venaient avec. Donc c'est là où j'ai écrit ce livre Voir son steak comme un animal mort. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon parcours ? Oui, il y a aussi la présence dans les personnes qui m'ont... j'ai fait beaucoup ma transition avec Élise Desaulniers. On est devenu vegan à peu près en même temps. Donc Valérie Giroux. J'avais un petit peu lu Peter Singer, le philosophe qui est l'auteur de Libération animale, mais qui est aussi un philosophe utilitariste intéressant dans plein d'autres domaines. Donc ça m'avait un peu préparé. Peut-être que l'intuition qui a déterminé mon engagement, c'est ce truc, c'est une intuition un peu utilitariste, assez simple, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire
finalement assez simple qui aurait un impact fort sur le bien-être en général. Et là, donc, arrêter de consommer des produits d'origine animale, ça a évidemment un impact direct sur les animaux qui ne sont pas tués. Et surtout, faire la promotion de du véganisme, faire la promotion de l'antispécisme, donc essayer de convaincre des gens que c'était la bonne chose à faire. Ça, si ça marche, ça peut vraiment avoir un impact important sur le bien-être. Et le livre, les conférences, on servent à ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'après avoir lu mon livre, ils ont changé certaines de leurs pratiques. Donc voilà, en quelques mots, mon parcours. Ben, c'est vrai que votre livre, je pense qu'il a été super bien accueilli, autant dans la communauté déjà végane que non végane. Moi, par exemple, j'étais en voie de devenir végane, mais je n'étais pas certaine. C'est vraiment à la lecture de votre livre que ça l'a vraiment changé. Puis, donc, ben, merci. Déjà qu'il y a une personne ici, en tout cas, pour qui ça a fait une grande différence. Puis, c'est ça, c'est que c'est bien expliqué. Vous parlez, vous détruisez beaucoup de mythes aussi. Vous répondez à beaucoup de questions, je pense, qu'on peut se poser. Parce que c'est quelque chose qu'on peut attraper par différents angles. Aussi bien philosophie traditionnelle, les grandes théories morales, les enjeux avec l'environnement. Peut-être ce qui est le plus original dans le livre, en tout cas à l'époque c'était original, maintenant il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus, c'est les questions de psychologie morale. Donc là, je n'ai pas défini ce que c'était que la psychologie morale, c'est essayer de comprendre pourquoi on a les intuitions morales qu'on a et en particulier, pourquoi est-ce que la plupart des gens trouvent ça tout à fait acceptable de consommer des animaux alors qu'on pourrait ne pas en consommer et réduire considérablement la souffrance. Donc, quels sont les mécanismes psychologiques derrière ces attitudes? Puis il y avait aussi, je touchais aussi dans le livre des enjeux qui aujourd'hui sont très à la mode, un peu intersectionnels, essayer de voir quel peut être le lien entre la domination des animaux par les humains et puis des dominations intra-humaines. Et là, on a des études en psychologie morale qui montrent que il y a des liens. Donc, ouais, c'était un livre qui, quand il est sorti, je pense, était intéressant à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui fait que, effectivement, ça a intéressé à la fois les personnes qui étaient déjà engagées là-dedans, puis des personnes plus curieuses de comment fonctionne l'esprit humain, pourquoi est-ce qu'on trouve ça acceptable de consommer des animaux, alors que quand on y réfléchit un tout petit peu, on voit bien que si on peut éviter une souffrance simplement en prenant le végé burger plutôt qu'un burger de bœuf, il n'y a pas de bonne raison morale à prendre le végé burger. Donc c'était aussi une exploration de la psychologie humaine. Mais question par rapport à ça, une fois justement qu'on a pris connaissance de tous ces processus justement psychologiques, moraux qui nous poussent justement à faire un choix ou l'autre, une fois qu'on connaît toutes les raisons de devenir végane, ben, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes vont décider néanmoins de continuer à s'alimenter, d'avoir un régime omnivore plutôt qu'un régime végane, sachant tout le tort que ça fait d'un point de vue éthique pour les animaux, pour l'environnement, etc. Est-ce que en psychologie morale, vous avez trouvé des réponses à ça? Ben, la réponse simple et de base, c'est que l'être humain n'est pas rationnel. Donc, c'est pas parce qu'on a des bonnes raisons de faire quelque chose qu'on va le faire. On a d'excellentes raisons de ne pas fumer. Les gens fument quand même. On aurait d'excellentes raisons de venir en aide à des populations pauvres, déshéritées. On le fait pas quand même. Donc, disons que la question... Quand vous posez la question, OK, qu'est-ce qui fait que quand on a tous les arguments, on ne passe pas aux actes? Ben la réponse à ça, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos actions suivent pas nécessairement nos croyances. C'est très souvent l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on va utiliser des croyances pour justifier après coup nos actions.
Et là, l'action, en l'occurrence, c'est on a cette habitude de consommer des produits animaux. Et quand bien même on va donner des arguments pour pas le faire, c'est très très difficile de modifier un comportement à partir de croyances. Donc quelque chose qui marche mieux, c'est d'essayer d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire que les gens changent leur comportement. Et après ça, ils peuvent éventuellement faire évoluer leur croyances. Donc si quelqu'un il y a un truc très concret avec l'antispécisme, c'est que ça passe par la nourriture, quelque chose qu'on fait 3 fois par jour. Donc, si quelqu'un petit à petit arrête de consommer des produits animaux, ça va être beaucoup plus facile pour lui de comprendre les arguments et d'accepter les arguments. Alors, ça dépend aussi beaucoup des personnes. Mais c'est rare, mais il y a quelques personnes pour qui ils voient un film, par exemple, qui montre des images d'abattoirs, ce genre de choses, et quasiment du jour au lendemain, et le choc émotionnel est fort, et puis ils arrêtent complètement d'en consommer, et puis ils essayent de militer dans ce sens-là. Il y a des personnes aussi très très logiques qui on leur présente l'argument, et puis disent ouais, ok, l'argument se tient, et je vais donc modifier mes actions, mon attitude en fonction de ça. Mais ça reste des cas assez marginaux. Les gens mais ce qui détermine nos actions, c'est rarement des principes, c'est rarement des raisons, c'est rarement des arguments. Il y a une phrase de Tobias Linhart, qui est un auteur néerlandais, qui a écrit sur le véganisme, qui est un promoteur du véganisme, et il dit « Les gens mangent de la viande parce que les gens mangent de la viande ». Ça veut tout simplement dire que c'est l'explication probablement la plus forte de pourquoi on fait subir tout ça aux animaux, et pourquoi on mange de la viande et on ne le remet pas en question, et de la viande et des produits animaux. C'est notre nature d'être sociaux. On veut faire comme les autres. On veut participer à des choses communes. Donc, le côté... un mot qui m'échappe là. Quand on suit le troupeau, quand on fait comme tout le monde, c'est quelque chose qui est très très fort chez l'humain. D'où cette idée que probablement l'explication à nos comportements, c'est que les autres mangent de la viande. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que à partir du moment où ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Donc, si à partir du moment où on est entouré de personnes qui ne mangent pas de viande, qui sont véganes, même si on n'est pas sensible aux arguments, on va suivre ce que font la masse des gens. Mais c'est sûr qu'on est loin d'être rendu au point critique où ça bascule, sauf dans certaines circonstances. Moi, j'aime bien raconter qu'au centre de recherche en éthique où je travaille à l'Université de Montréal, donc un centre de recherche en éthique, c'est un centre qui accueille essentiellement des chercheurs postdoctoraux dans tous les domaines de l'éthique. On a régulièrement qui sont en éthique animale. Et donc, quand on mange dans la cantine du centre de recherche en éthique, là, chacun apporte son lunch. La plupart, il y a une majorité de personnes qui sont véganes, de chercheurs qui sont véganes, et ce qui fait que pour les autres qui ne le seraient pas, ils vont même pas, à la limite, pas trop oser apporter de la viande. Ils vont peut-être manger ça chez eux. Donc la norme sociale fonctionne ici à petite échelle, et fonctionne pour le mieux. Si on est d'accord pour dire que ça serait mieux qu'on consomme moins, voire pas d'animaux. Tout à fait. C'est un peu justement cette idée vous parliez justement que c'est un effet d'entraînement, puis que tout le monde fait ça. C'est un petit peu cette idée du carnisme de Mélanie Joy, qui veut que manger de la viande, ce soit normal, naturel, nécessaire, qui est véhiculé comme une tradition finalement là, à travers les générations depuis toujours finalement. Là. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a comme
on a les connaissances, puis on a la technique aussi pour changer ça, ce qui n'a pas toujours non plus été le cas, puis ce qui n'est pas non plus le cas partout à travers le monde, on s'entend, mais ici, on peut se dire qu'on est quand même privilégié de pouvoir s'adonner à des réflexions, puis pouvoir ajuster nos comportements par rapport aux techniques qu'on a développées, puis à la diversité de nourriture aussi qu'on a. Oui, alors, ce que montre Mélanie Joyce, c'est que dans la civilisation occidentale, c'est très présent, mais il y a d'autres types de cultures, de civilisations où le carnisme est beaucoup moins fort. Si on pense même il y a des religions qui sont végétariennes, voire végétaliennes, comme les Jains en Inde. Donc eux, ils sont pas carnistes, mais c'est vrai que dans notre civilisation, l'idée que ça a toujours été comme ça, nos grands-parents, voilà, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents consommaient des produits animaux. Donc, c'est normal, naturel et nécessaire de continuer. Ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un mouvement vegan, c'est que on a des preuves très très fortes pour dire que c'est pas. Alors, naturel, peut-être. Mélanie Joy dit le carnisme, c'est l'idéologie invisible, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on grandit en étant bombardé par ce type de message. Donc, c'est l'idéologie invisible, comme il y a d'autres, on pourrait dire le patriarcat aussi, c'est une idéologie invisible. Un enfant, il ne se rend pas compte que les hommes ont plus de pouvoir dans la société. Donc, une idéologie invisible qui nous conditionne à penser que c'est normal, naturel et nécessaire de consommer des animaux. Alors, normal, si par normal on entend c'est ce que fait tout le monde, oui, là, c'est effectivement, mais c'est comme je viens de l'exprimer plus tôt, une norme sociale, ça peut se changer. Ça prend du temps. Voilà, si on reprend l'exemple du tabac, là, il y a 50 ans, les profs fumaient en classe. Là, c'était la norme. Puis, avec beaucoup de campagnes, ça a coûté cher, c'est compliqué. Le lobby du tabac ne voulait pas, mais on a réussi à faire ce que les gens fument moins pour leur santé. Mais bon, consommer de la viande, c'est normal en ce sens. C'est naturel. Là aussi, c'est un espèce de beaucoup de gens pensent que parce qu'une chose est naturelle, ça serait moralement justifié. Donc, on peut dire que c'est naturel au sens où oui, l'être humain est un omnivore. Il peut manger de tout, que ce soit des produits animaux ou végétaux. Mais l'enjeu est pas, la question n'est pas là. La question, c'est que c'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle est nécessairement bonne et désirable. Donc, pour reprendre l'exemple du patriarcat, peut-être en un certain sens, il y a quelque chose de naturel à ce que dans toutes les sociétés, c'est les hommes, presque toutes les sociétés, il y a des exceptions, mais dans presque toutes les sociétés, c'est les hommes qui ont la violence et puis qui dominent. C'est pas une raison pour dire oui, il faut continuer comme ça, c'est bien. Ou plus simple encore, les tsunamis, c'est naturel, les maladies, c'est naturel, le Covid-19, à certains égards, c'est naturel. Donc, quand bien même consommer de la viande serait naturel, c'est pas une raison de perpétuer ce fait-là. Et enfin, le troisième N du carnisme, d'après normal et naturel, nécessaire. Alors là, nécessaire, c'est probablement là où il y a vraiment eu j'allais dire un changement, parce que des personnes qui ne mangent pas de viande, il y en a depuis très longtemps. Donc, je faisais certaines religions comme le jaïnisme ou le bouddhisme, mais même dès l'Antiquité grecque, des philosophes grecs comme... et voilà, son nom est Pythagore. Pythagore était végétarien, voire vegan. Donc, c'était déjà pas nécessaire à l'époque. Souvent, quand nécessaire, c'est sous-entendu nécessaire pour rester en bonne santé ou nécessaire parce qu'on n'a rien d'autre à manger. Alors, c'est sûr que si vous êtes dans une région où rien ne pousse, peut-être que la seule chose que vous pourrez manger, c'est des animaux. Mais ce qui est clair, c'est que au XXIe siècle, dans des pays relativement riches comme le Canada, même pas relativement riches comme le Canada, il est
sauf rare exception, des aires alimentaires, mais il est relativement facile de s'alimenter autrement qu'avec des produits animaux. Et les enjeux de santé, donc là, on a ce que ne pouvait pas faire Pythagore, mais on a pu faire des enquêtes assez précises en suivant des cohortes de personnes végétariennes, végétaliennes, et regarder les impacts sur leur santé. Et là, non seulement on constate que c'est pas mauvais pour la santé, donc c'est tout à fait possible d'être en parfaite santé en ayant une diète végétalienne, mais même que sur plusieurs points, c'est mieux. La diète nord-américaine standard est vraiment composée de trucs trop gras. Bon, je ne suis pas un spécialiste de nutrition, mais c'est beaucoup des gens qui sont à l'hôpital le sont parce qu'ils ont eu une mauvaise nutrition tout au long de leur vie. Donc, je ne sais pas où je m'en allais avec ça, mais c'était pour évoquer les 3 N du carnisme, comme quoi consommer des produits animaux serait normal, naturel et nécessaire. Et effectivement, aujourd'hui, de moins en moins de personnes croient à ça, même s'il y en a encore beaucoup. Et l'étape vers un monde plus juste passe sans doute par une démystification du carnisme et de ces 3 N en particulier auprès de la population. Même si, comme pour revenir à la question précédente, c'est pas parce que les gens vont se mettre à croire soudainement que c'est pas nécessaire et c'est pas naturel et c'est pas normal de consommer de la viande qu'ils vont immédiatement changer leurs habitudes. Il y a quelque chose de très fort des habitudes, et là, pour que les gens changent leurs habitudes, il faut peut-être un des éléments, c'est de rendre disponibles les options, ce qui est le cas, parce que ce qui est de plus en plus le cas. Quand je vois, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis végane, et ce qui est disponible à l'épicerie, là, c'est vraiment sans commune mesure à ce qu'il y avait il y a 10 ans. Tout à fait. Puis, on a parlé du carnisme, puis que ça ne pouvait pas nécessairement convaincre tout le monde dû justement à notre nature humaine. Mais selon vous, est-ce qu'il y a des arguments ou des théories en éthique qui sont particulièrement fortes ou que vous trouvez qui sont particulièrement intéressantes? Alors, ouais, des arguments, il y a au moins 2 types si on devait faire un classement, 2 types d'arguments. Il y a des arguments qui sont anthropocentrés, qui concernent juste les êtres humains, et d'autres qui sont des arguments éthiques plus universels, en tout cas qui sont pas anthropocentristes. Du côté des arguments anthropocentristes, l'argument santé pourrait en être un. Si les gens sont convaincus qu'en arrêtant de consommer des produits animaux, ils vont être en meilleure santé, ça va avoir un impact positif sur les animaux, sans que mais les gens le font pas pour ça. Les gens le font de façon égoïste ou en philo, on va dire prudentielle. Donc, des raisons prudentielles, c'est des raisons qui sont dans l'intérêt de la personne. Et donc, il y a des raisons prudentielles de ne pas consommer d'animaux. La santé en est une. Un autre élément lié à la santé qui est apparu avec la pandémie, c'est que on a de bonnes raisons de penser que plus on exploite les animaux, plus il y a des chances qu'il y ait des zoonoses. Donc la COVID-19, c'est une zoonose, c'est une maladie qui naît du contact entre les humains et les animaux. Donc là, c'est semble-t-il sur un marché, ce qu'on appelle un wet market, là, un marché avec des animaux sauvages, peut-être des pangolins ou peu importe. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a beaucoup les pandémies, parce que les pandémies, il va y en avoir d'autres, très probablement. Il y en a déjà eu. Et ce qui est très bon pour faire une pandémie, c'est des élevages industriels où il y a plein d'animaux et où les virus peuvent se répliquer et muter de façon à devenir aussi agressifs, donc pas seulement envers les animaux, mais envers les humains. Donc là, c'est une autre raison prudentielle, éviter les zoonoses, de ne pas consommer d'animaux. Une troisième raison prudentielle, qui est un mix de prudentiel et puis
morale, c'est tout ce qui est lié à l'environnement et à la crise climatique. Et ça, j'ai l'impression, bon, les gens qui sont devenus véganes pour éviter les zoonoses, j'en connais pas. Pour la santé, il y en a, mais c'est pas si fréquent. En revanche, des personnes qui deviennent véganes pour des enjeux climatiques et environnementaux, ça, il y en a quand même de plus en plus. Ici, pour faire vite, on peut rappeler les chiffres de l'impact des produits animaux en termes de gaz à effet de serre. Donc, le chiffre qui commence à dater un petit peu, là, de 2018, je pense, c'est 14,5%. Donc, 14,5% des GES, des gaz à effet de serre d'origine humaine, sont directement liés à la consommation d'animaux. Et pour donner un ordre de grandeur, les transports émettent aussi des GES, là on le sait, c'est pour ça qu'on essaye de dire aux gens prenez le bus, c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser des voitures électriques. Bon, le bus, ça marche. Les voitures électriques, si c'est des voitures individuelles, c'est pas sûr que ça fasse tant diminuer que ça l'empreinte carbone, les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, les transports, c'est plutôt de l'ordre de 11-12% au niveau mondial. Évidemment, ça varie selon les contextes, selon les pays. Mais donc, on émet plus de gaz à effet de serre par notre consommation de produits animaux que par nos transports collectivement. Et autant ça peut être difficile d'imaginer un monde dans lequel on arrête de se transporter, autant c'est relativement facile d'imaginer un monde où il n'y a plus que des végé-burgers et où il n'y a plus de burgers. Donc ça, c'est une raison forte de devenir vegan. Donc ça, c'est l'argument climatique en tant que tel. Il y a aussi un argument qui est plus lié aux écosystèmes, à l'environnement. On sait que l'exploitation animale a des effets très néfastes sur la biodiversité, donc qui n'est pas la même chose que les changements climatiques, même si évidemment les changements climatiques ont aussi des effets sur la biodiversité. Pourquoi en particulier? Parce que donc il y a des quand on pense aux animaux qui sont présents aujourd'hui sur Terre, on a l'impression, prenons l'exemple des mammifères, on a l'impression que ils sont répartis, il y a les animaux sauvages, il y a les animaux domestiqués, les animaux de compagnie, donc mon chat Isaac là, que vous avez vu tantôt, et puis les animaux domestiqués qui sont destinés à la consommation humaine. Et on est très mauvais pour catcher les proportions. Donc, il y a une étude qui était présente dans le livre de Yuval Noah Harari, Sapiens. Aparté, là, si vous devez lire un seul livre d'histoire dans votre lit, là, lisez Yuval Noah Harari. C'est vraiment très, très, très bon. Et puis, c'est un livre, c'est l'histoire de l'humanité, depuis les débuts d'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, mais il donne une place importante aux animaux. Et donc ici de cette étude, alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais les gros mammifères sauvages, donc plus gros mettons à partir du lapin, les mammifères, si on mettait tous les mammifères sur une grande balance, les mammifères sauvages, ce sera environ 3% du poids total. Et alors l'humanité, je pense que c'est, parce qu'on est des mammifères, c'est quand même assez important, c'est peut-être l'ordre de 30% du poids total, et puis tout ce qui reste, donc les 60 et quelques pourcents, c'est des animaux destinés à la consommation. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'animaux invisibles. Quand on pense animaux, on pense les animaux qu'on voit dans les documentaires, qui sont des animaux sauvages, éventuellement on pense aux animaux de compagnie qui sont avec nous, mais en fait la masse, puis même au sens la biomasse, là, la quantité de kilos d'animaux vivants sont des animaux qui sont destinés à être exploités, et c'est des animaux qui vivent pas longtemps. C'est des animaux qui, dès qu'ils atteignent un certain poids, sont éliminés pour être
sont envoyés à l'abattoir. Les chiffres, c'est au moins 65 milliards d'animaux terrestres qui sont envoyés chaque année à l'abattoir. Et puis pour ce qui est des animaux marins, là, on n'a même pas de chiffres tellement c'est important, mais c'est des centaines de milliards probablement d'animaux marins. Donc ça, c'est alors, je reprends mon argument, mon raisonnement. Pour nourrir ces animaux qu'on ne voit pas, donc les cochons, qui sont dans des stabulations, les poulets, etc. Pour les nourrir, on a besoin de végétaux. Et en fait, ce qui va causer une perte de biodiversité, c'est que, par exemple, comme en Amazonie, la biodiversité est super forte. Il y a plein d'animaux par kilomètre carré. Et donc, en Amazonie, on coupe de la forêt pour faire pousser du soja, par exemple, qui va être destiné à nourrir les bœufs consommés, peut-être un peu en Amazonie, mais surtout en Europe, en Amérique du Nord. Et donc, ce défrichage de la forêt, ça cause des pertes importantes de biodiversité. Donc, on peut aussi devenir vegan pour ne pas participer à ce défrichage de la forêt et de la nature. Les animaux ont vraiment vu au fil de l'histoire humaine, ont vraiment vu leur territoire colonisé par les humains. Et on estime que, je pense, c'est entre les années 60, voire 70 et aujourd'hui, il y a plus de 50% des populations d'animaux sauvages qui n'existent plus. Donc, on a vraiment, l'espèce humaine là, a vraiment massacré non seulement elle massacre les animaux qu'elle consomme, mais elle a aussi des impacts très forts sur les animaux sauvages, quand bien même elle les consomme pas. Donc ça, c'était un autre argument lié à l'environnement, qui n'est pas encore un argument directement en éthique animale, parce que la biodiversité, ce n'est pas un concept d'éthique animale. Là où on passe à l'éthique animale, c'est quand on va considérer les animaux non pas en tant que représentants d'une espèce. Voilà, quand on parle de biodiversité, on est au niveau des espèces, mais quand on est en éthique animale, donc la biodiversité, éthique environnementale, éthique animale, on s'intéresse aux animaux en tant qu'individus. Et en tant qu'individu, le critère qui va être fondamental, c'est est-ce qu'ils ressentent ou ne ressentent pas la douleur? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils sont sentients? On dit aussi souvent. En sachant que ici, sensible ou sentient, ça signifie pas, genre, on pourrait dire que le tournesol est sensible au soleil quand il tourne pour attraper le plus. Donc, en un certain sens, il est photosensible, il y a des cellules photosensibles. C'est pas en ce sens-là quand on parle de sensibilité animale, c'est au sens vraiment où il y a un ressenti. Le tournesol, il ressent rien, il fait juste suivre le soleil. Mais un animal sensible, en particulier les vertébrés, on est sûr qu'ils sont sensibles. Donc les vertébrés, ça inclut les mammifères, les oiseaux, les poissons, tous les animaux qui ont une colonne vertébrale et puis un cerveau, un système nerveux centralisé en haut de cette colonne vertébrale. Tous les vertébrés sont sensibles, ressentent la douleur. Et donc dès l'instant où un animal est sensible, les humains, on est des vertébrés, on est sensibles. Dès l'instant où un animal est sensible, il a un intérêt à ne pas souffrir. Et donc, c'est là où l'argument moral, l'argument en éthique animale intervient. Et là, il y a deux arguments qu'on peut connecter, non pas connecter, qu'on peut distinguer. Là, il y a l'argument de base, qui est l'argument le plus simple, en fait, qui est probablement celui que tout le monde, à un moment donné, envisage, même des jeunes enfants, là, les jeunes enfants qui arrêtent de consommer de la viande, c'est pour cet argument. C'est l'idée toute simple que j'ai déjà exprimée, à savoir que si on peut éviter une souffrance non nécessaire, alors on devrait le faire. C'est assez difficile d'être contre ce principe. Si je peux éviter une souffrance non nécessaire, alors je devrais le faire.
Donc ça, ce serait la prémisse de base de l'argument. La seconde prémisse, qui est relativement simple aussi, consiste à dire il n'est pas nécessaire de consommer des produits d'origine animale, il n'est pas nécessaire, la plupart, il peut y avoir des exceptions, mais la plupart du temps d'exploiter les animaux. Donc, conclusion, on devrait éviter ça. Donc, c'est une autre façon de dire, si j'ai le choix entre le burger et le végé-burger, du point de vue moral, et que je prends un tout petit peu en considération l'intérêt des animaux, je devrais toujours choisir le végé-burger. Donc ça, c'est l'argument de la non-nécessité de la souffrance animale quand c'est le cas. Alors, c'est un argument qui peut avoir ses limites. Mettons, il y a des gens qui pourraient dire, ok, non nécessaire, est-ce que dans les cas pour la recherche médicale, peut-être on pourrait dire c'est nécessaire. Puis là, les utilitaristes pourraient dire, ok, dans ce cas-là, il faut essayer de voir si la souffrance des uns peut être compensée par le bien-être des autres. Je ne rentre pas là-dedans, mais disons que ça, c'est quand même un cas assez à part, la recherche médicale, mais pour ce qui est de la consommation quotidienne de produits animaux, là c'est assez clair que c'est non nécessaire. Un autre argument moral lié à la sentience des animaux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument antispéciste. Donc là, le spécisme, c'est quoi? Le spécisme, c'est le fait de considérer qu'une discrimination fondée sur l'espèce est moralement légitime. Et en fait, le mot spécisme a été introduit assez récemment dans l'histoire humaine, dans les années 60, si je me souviens bien, par Richard Ryder, un psychologue américain qui était un psychologue anglais, je pense, qui était un collègue de Peter Singer, qui était à Oxford, à l'université d'Oxford à l'époque. Et donc, le spécisme a été introduit par analogie avec le sexisme et le racisme, par exemple. Donc, de même qu'on pourrait dire que le sexisme, c'est le fait de considérer que le genre ou le sexe sont des propriétés moralement pertinentes et que du coup, c'est acceptable de discriminer en fonction de ces propriétés. De même qu'on pourrait dire que le racisme, c'est la même chose avec la race ou l'origine ethnique d'une personne. Le spécisme, c'est considérer que les intérêts d'un individu peuvent être modulés en fonction de son appartenance à une espèce. Pour le dire encore d'une autre manière, aussi bien le racisme que le sexisme que le spécisme, c'est considérer qu'il y a des propriétés physiques, biologiques, que ces propriétés physiques ou biologiques, comme la couleur de la peau ou est-ce que j'ai un pénis ou pas entre les jambes, mettons, ça a une importance morale. Et donc, là, l'argument antispéciste, ce qu'il va dire, c'est non, si la seule raison de manger du cochon et pas de manger de l'humain, c'est parce que le cochon appartient à l'espèce cochon et que l'humain appartient à l'espèce humaine, c'est un raisonnement spéciste. Pour discriminer un individu, vous devez dit l'antispécisme, vous devez identifier des critères qui ne sont pas des critères strictement biologiques. Et l'espèce est un critère strictement biologique. Donc, si je récapitule, puis il pourrait y en avoir d'autres, mais on a des arguments de type prudentiel, la santé, que ce soit la santé individuelle avec ce qu'on mange, mettons trop de gras ou pas assez de gras, la santé avec les zoonoses, des arguments liés à l'environnement avec la crise climatique, le réchauffement climatique ou la crise de la biodiversité, on parle d'une cinquième crise, je pense, de biodiversité. Donc là, qui sont prudentiels, mais pas directement prudentiels. C'est prudentiel, mais c'est aussi en pensant aux générations futures, mais en tout cas qui restent anthropocentriques, parce que quand on s'inquiète des effets du climat,
c'est souvent sur les générations futures, donc on reste anthropocentrique. Et puis, troisième groupe d'arguments qui sont plus liés à l'éthique animale. Donc là, on considère les animaux dans leur individualité et on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne justification à les exploiter. Peut-être quelque chose qui rend bien compte de l'intuition derrière les arguments en éthique animale, c'est cette idée qu'on vit si on regarde du point de vue juridique, on vit dans un système juridique où les animaux sont grosso modo considérés comme des propriétés privées. C'est-à-dire on peut acheter ou vendre des animaux. L'industrie de la viande, du fromage, ça repose sur le fait que c'est possible d'acheter des cochons, de les tuer à l'abattoir et puis de revendre les parties du cochon à des consommateurs. Et en même temps, on voit... Alors, le fait que des animaux, que des êtres sensibles sont considérés comme des propriétés, ça a aussi été le cas pour les humains. L'esclavage, en gros, c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'on peut acheter et vendre un être humain. Et donc là, on a l'intuition, non, les êtres humains, c'est pas des marchandises. On peut pas faire ça avec un être humain. On peut tout à fait avoir le même type d'intuition par rapport aux animaux. On dit, non, les animaux, c'est pas des marchandises. Ils ont leur propre fin. Ça, quand on vend un animal, c'est qu'on considère que c'est pas lui qui doit décider de ce qui lui arrive, c'est qu'il est notre chose, il est notre propriété, et juridiquement, on le retrouve parce que les animaux sont considérés comme des biens meubles. Ça a un petit peu évolué parce qu'ils sont plus tout à fait dans la même catégorie que les simples objets. Là, on reconnaît qu'ils sont doués de sensibilité, mais reste que du point de vue des échanges économiques dans la société, oui, en 2021, on achète et on vend des animaux. Là. Les animaux domestiqués, c'est ça qu'on fait avec. Donc, réponse un peu longue, mais c'était une grosse question. Tout à fait. Et par rapport à cette réponse-là, donc on a nommé grosso modo, vous avez nommé grosso modo 3 grandes catégories. Selon vous, est-ce qu'il y en a une qui est plus forte, argumentairement parlant, que les autres? Moi, celle que je trouve, les arguments que je trouve les plus forts, c'est quand même les arguments en éthique animale. C'est ceux qui sont les plus... c'est ceux, me semble-t-il, qui sont les plus directs et puis qui sont les plus, du point de vue philosophique, les plus solides, me semble-t-il. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les meilleurs pour convaincre les gens. Il y a plein de gens qui vont être bien plus convaincus par des arguments de type santé ou même par un peu des arguments, voilà, c'est l'évolution sociale, regarde, autour de toi, tout le monde devient végé, donc tu devrais devenir végé aussi. Donc, oui, puis pour convaincre une personne, ça dépend aussi beaucoup de la personne. Donc, il n'y a pas de... Hélas, il n'y a pas de manière miracle ou universel où on arriverait à convaincre les gens avec un argument. Et puis, on garde en tête ce que je disais tantôt, à savoir que souvent, les arguments, ça ne marche pas vraiment. Ce qui fait évoluer les mentalités. Même pour prendre un autre exemple, mettons la fin de l'esclavage aux États-Unis. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais on pourrait penser que c'est... voilà, les gens réalisent que c'est vraiment mal de mettre des humains en esclavage. Dans les faits, c'est quand même plus compliqué que ça. Il y a des raisons économiques qui se sont greffées. Il y avait la culture du Nord et la culture du Sud aux États-Unis qui étaient un peu en opposition. Donc, c'est pas dit que l'explication ultime derrière l'abolition de l'esclavage soit parce que les gens ont réalisé que moralement, c'était mal. C'est peut-être plus compliqué que ça, et c'est probablement ce qui va se passer aussi avec les animaux, par exemple. Moi, je sais que j'ai quand même pas mal espoir en la viande de culture,
Donc la viande de culture, c'est de la vraie viande, mais qui est faite sans exploiter des animaux. Alors c'est encore à l'état ben, ça devrait arriver assez quand même bientôt sur les tablettes des épiceries. Ce ne sera peut-être pas donné dans un premier temps, mais c'est en train de se développer. Donc là, l'idée, c'est de faire pousser de la viande comme un peu dans dans un laboratoire. On peut faire pousser de la peau avec rien d'autre que de la peau. Les cellules se répliquent un peu toutes seules, et surtout ce qui compte ici, c'est qu'on fabrique du muscle, on fabrique de la peau, mais sans qu'il y ait un cerveau qui ressemble quoi que ce soit et donc qui souffre. Donc c'est de la viande qui est faite sans souffrance, parce qu'elle est dissociée d'un être sentient. Et donc c'est sûr, et alors parmi les avantages de ce type de viande de culture, outre le fait qu'il n'y a pas de souffrance animale, qui est le principal avantage de la viande de culture, c'est que ça serait probablement meilleur pour l'environnement. Dès l'instant où ce type de viande sera disponible, là, ça risque, si c'est exactement le même goût, si c'est de la viande, si c'est exactement le même goût, voire meilleur, un peu meilleur pour la santé, parce qu'on peut modifier et avoir la quantité exacte de gras qu'on veut, ce genre de choses. Là, pour le coup, ça semble assez fou de préférer le burger avec souffrance que le burger sans souffrance, en sachant que c'est la même chose. Donc on peut avoir des espoirs qui viennent de... Mais voilà, ce ne sera pas des changements dans la mentalité ou directement dans les croyances morales des gens. Par contre, supposer un enfant qui a toute sa vie mangé uniquement de la viande de culture, ben pour lui, il aura sans doute pas mal de facilité ou un enfant qui est né, dont les parents sont véganes et qui est né végane, ben, les arguments seront faciles seront de l'ordre de l'évidence pour lui ou elle. Effectivement, sachant que le goût de la viande, c'est un des arguments principaux des omnivores de ne pas arrêter la consommation de viande. Puis à partir du moment où est-ce qu'on offre une option qui a exactement le même goût, mais sans le côté crotté, ben évidemment que ça va être un game changer pour emprunter l'expression anglaise. Mais malgré ça, il y a certains véganes qui s'opposent à ce genre de produits. Je ne sais pas, vous, c'est quoi votre position par rapport à ça? Moi, personnellement, j'ai un peu perdu le goût de la viande là, depuis le temps. Si ça arrive, j'en mangerai sans doute par curiosité. Mais je suis très content avec mes veggie burgers, même les Beyond Meat. Là. Les Beyond Meat, ça fait bien la job. Après, les personnes véganes, antispécistes qui s'opposent à ça... Il faut voir quels sont de leur point de vue personnel, mettons si elles sont dégoûtées par la viande, pas de problème, mais qui s'opposeraient à ce que ce type de viande se diffuse dans la population. Ça prend quand même des sérieux arguments, parce que ça peut vraiment être, comme tu disais, game changer. Disons que si on cherchait absolument la petite... un contre-argument serait de dire c'est la fausse viande, c'est continuer à présenter les animaux comme étant potentiellement mangeables, comme ça reste que en mangeant de la viande de culture, je perpétue l'idée que c'est bien de manger de la viande. Il y en a qui vont dire ça continue de faire deux catégories. Si on mange que de la viande de culture animale et pas de viande de culture humaine. Moi, je sais que j'aurais pas de problème à manger de la viande de culture humaine. Là. Même à manger ça pourrait être le fun de manger sa propre viande. On me prélève quelques cellules, on les fait pousser dans un réacteur à viande de culture, et puis ça fait un steak de Martin Gibert, et puis je serais prêt à le partager. Donc, là, et là, une raison de faire ça, ce serait de dire non, regardez, c'est de
que la viande soit humaine ou non humaine. De toute façon, du point de vue moral, ce qui compte, c'est dans quelle mesure ça impacte des êtres sentients. Alors que ce soit de la viande de Martin Gibert ou de la viande de poulet, dans les deux cas, ça n'impacte pas d'être sentient. Donc, du point de vue moral, c'est correct. C'est vraiment, je pense que ça serait vraiment ça la façon de contrer. Après, il ne faut pas mettre tous nos espoirs là-dedans. Là, peut-être ça va pas marcher, ça ne va pas être adopté. Les lobbies de la viande traditionnelle va tout faire pour s'y opposer, évidemment. Donc on va assister à ça, mais en attendant, les pois chiches et le riz, c'est très bien aussi. Là. J'ai bien hâte de voir sur les marchés de la viande de Martin Gibert. Ça risque d'être délicieux. Peut-être pour conclure, puisqu'il nous reste quelques minutes, j'aimerais vous entendre sur votre approche pour le futur du véganisme et de l'antispécisme. Qu'est-ce qui est à prévoir? Comment est-ce que vous positionnez? Êtes-vous davantage abolitionniste, welfariste? Qu'est-ce qui va se passer finalement dans le futur? Évidemment, ça reste de l'ordre des prédictions, mais je vous écoute. Alors, abolitionniste, welfariste, souvent on fait la distinction en disant les welfaristes sont partisans d'agrandir les cages des animaux, les abolitionnistes de les abolir, qu'il n'y ait plus de cages. Donc, de ce point de vue-là, je suis abolitionniste. Là, je suis pour qu'il n'y ait plus de cages, je suis pour qu'il n'y ait plus d'abattoirs. Puis souvent, l'abolitionnisme, c'est aussi lié à la théorie de Gary Francione, qui est ce juriste et philosophe américain qui insiste beaucoup sur ce que je disais tantôt, à savoir que les animaux sont des propriétés privées dans notre système juridique actuel. On peut acheter et vendre des animaux. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est si on abolit ce truc-là, si on abolit la propriété privée des animaux, de fait, on abolit l'exploitation animale. Et donc, il est abolitionniste en ce sens. Et puis, je suis d'accord avec ça, qu'il faudrait abolir la propriété privée des animaux. Au niveau, alors, comment est-ce qu'on y arrive, la transition il y a un autre truc à considérer, peut-être, si on essaye de faire des grands tableaux historiques, c'est quelque chose que j'évoque en conclusion de Voir son steak comme un animal mort, c'est les idées de Steven Pinker sur la baisse de la violence dans l'histoire humaine. Quand on regarde l'histoire humaine, en tout cas récente, on s'aperçoit que les êtres humains sont de moins en moins violents les uns avec les autres. Ça peut paraître surprenant, là, mais vous aviez beaucoup plus de chances de mourir de mort violente au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Les discriminations sont beaucoup moins fortes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être dans le passé. Donc, on est quand même globalement, on s'est amélioré. On est devenu plus... on coopère mieux, on est peut-être plus empathique, on a aussi conscience de choses, on est un peu moins tribaux. Un truc qui favorise la violence et les combats, là, c'est qu'on est dans des tribus qui s'attaquent à d'autres tribus. Alors cet esprit-là est très ancré profondément dans le cerveau humain, mais on est quand même meilleur pour ne pas considérer simplement les choses de notre point de vue égoïste ou du point de vue de notre tribu ou de notre nation ou de notre groupe d'appartenance. Et donc ça c'est des changements qui peuvent paraître, qui sont positifs et qui doivent nous faire anticiper l'avenir plutôt de façon optimiste. En même temps, donc cette baisse de la violence, elle vaut pour les humains. Pour les animaux, c'est vraiment pas clair. C'est clair que c'est pas la situation des animaux c'est plutôt empiré. Je parlais des animaux sauvages qui voient leur territoire grugé par les humains, et puis des animaux domestiqués qui, s'ils n'ont pas la chance d'être des animaux de compagnie bien traités, sont des animaux dans des exploitations agricoles où ils sont
On tue aujourd'hui beaucoup plus d'animaux qu'on le faisait au Moyen-Âge. Et donc, ce qu'on peut espérer, et quelque part, le mouvement vegan, le mouvement antispéciste, c'est un peu ça. C'est cette nouvelle sensibilité, ce côté gentil, entre guillemets, que l'être humain a développé petit à petit, intègre aussi les animaux. Et si c'est le cas, ça serait quand même, comme disait le philosophe David Olivier, ça serait une révolution importante dans l'histoire humaine. Ça serait un peu la première fois qu'une espèce dominante, prédatrice, décide d'arrêter de dominer et d'être prédateur pour des raisons morales, par souci d'un autre groupe. Donc ce serait quelque chose de très anti-tribal, quoi. Pour le coup, ça serait vraiment dépasser des instincts de protection et liés au tribalisme. Donc, ça c'est une raison d'être optimiste. Une autre raison, mais qui... on a une très bonne raison de ne pas être optimiste, c'est la crise climatique, là. C'est que on ne va pas arriver il va y avoir un réchauffement climatique. Il y a déjà, mais ça va continuer. Donc, on peut jouer sur quelle est l'intensité. Et ça peut avoir un impact via l'argument environnemental sur le comportement des gens. Donc, si plus les gens vont prendre au sérieux le réchauffement climatique, plus les gens vont prendre au sérieux les gestes individuels qu'ils peuvent faire pour diminuer ça, plus ça peut avoir un impact. Donc, il se pourrait très bien qu'on arrive à une situation bien meilleure pour les animaux, mais pour des raisons qui ne seraient pas des raisons d'éthique animale, qui seraient plus des raisons d'éthique environnementale ou d'éthique, pas d'éthique, des raisons prudentielles liées à la santé. Il n'empêche qu'il faut continuer, me semble-t-il, à pousser les arguments d'éthique animale, que ce soit l'argument lié à la souffrance non nécessaire ou l'argument antispéciste, parce que ce sont les meilleurs arguments, je pense. Ce sont les arguments les plus forts. Et si on en termes de justice, en particulier, voilà, la justice requiert de ne pas exploiter des êtres sensibles. Donc, il faut continuer à porter ça. Moi, ce que je trouve intéressant, là, si j'oublie toutes les souffrances que ça implique, mais d'un point de vue strictement intellectuel, c'est que on a quand même un truc nouveau sur lequel réfléchir, qui est cette... comme je disais tantôt, comme disait en reprenant David Olivier, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire et nouveau dans le fait de plus de rompre avec cette longue tradition, même si elle n'est pas partagée partout, là, de consommer des animaux. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire d'envisager un monde non spéciste ? On est tellement, depuis tout le temps, on considère tout, y compris dans la vie individuelle, puis dans la vie des civilisations, cette idée que l'être humain est au centre de tout, là, cette espèce cet anthropocentrisme ou cet exceptionnalisme humain, là, le fait que l'être humain serait vraiment exceptionnel, c'est tellement ancré en nous que juste questionner ça et puis dire non, c'est pas sûr que l'être humain soit si exceptionnel, ou alors il est peut-être exceptionnel à certains égards, mais du point de vue moral, c'est pas quelque chose de pertinent. Ça, c'est très intéressant à penser. Et là, je peux faire un lien avec mon autre sujet d'étude, les questions d'intelligence artificielle, parce que qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle ? C'est aussi il y a un truc très très nouveau avec l'intelligence artificielle qui fait un peu vaciller l'exceptionnalisme humain, qui fait un peu vaciller l'anthropocentrisme, parce que tout d'un coup, on est capable de fabriquer des entités, appelons ça comme ça, qui, sur certaines tâches, sont plus intelligents ou font mieux ça que les humains.
On est à un stade qui est intéressant du point de vue de la manière dont l'humanité se représente elle-même, parce qu'elle est à la fois ébranlée par notre meilleure compréhension des animaux, de l'intelligence animale finalement, et de la sensibilité animale d'un côté, mais on est aussi challengé par de l'intelligence non humaine et non artificielle, qui fort heureusement n'est pas liée à la sensibilité, donc on peut torturer un robot, c'est moralement acceptable. Je vous remercie infiniment pour ces belles discussions. Ça a été très éclairant, c'était très clair aussi. Vraiment, ça a été un honneur de vous recevoir, Monsieur Joubert. Merci beaucoup. Je remercie également tous nos auditeurs. Je vois que vous étiez à peu près une cinquantaine. C'est vraiment bien que vous ayez cru intéressant de venir écouter tous ces questionnements, ces réflexions sur l'éthique animale, parce que c'est un enjeu important. J'espère en tout cas que, comme moi, vous l'avez compris de Martin avec toutes les belles réflexions qu'on a eues. Je remercie ceux qui ont fait des commentaires. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On ne pourra pas y répondre, mais c'est des très bonnes réflexions là, que vous avez eues. Donc, sur ce, je vous remercie tout le monde et je vous dis bonne journée.